Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième cours de philosophie générale consacré aux notions de travail et de technique. Cette vidéo se situe dans le prolongement de ma précédente vidéo sur Aristote, où l'on a vu que d'après celui-ci, le travail était une activité productrice d'objets en vue d'assurer des besoins strictement physiologiques. De fait, une vie bonne est une vie où l'on peut se permettre de ne pas travailler, en recourant au service d'un esclave notamment, et où l'on a du temps libre pour penser. On a vu une célèbre distinction, celle entre poiesis et praxis, que je ne vais pas rappeler dans cette vidéo. Je me permets seulement de mentionner le point décisif lié à cette distinction qui est que Aristote conçoit tout ce qui relève de l'intelligence et donc de l'humanité comme étant relatif à la praxis, qui ne produit rien, et non à la poiesis. De fait, il y a un élément contestable dans cette théorie, outre le fait que l'esclave ne soit pas jugé comme étant quelqu'un d'humain, on l'a vu, c'est que le travail manuel, qui sert à produire quelque chose, apparaît comme la seule forme de travail et surtout comme l'essence même du travail par son caractère contre nature, qui nous éloignerait de notre intelligence spécifique à notre nature humaine. Comme souvent, vous le savez, quand Aristote dit noir, c'est que Platon a dit blanc juste avant, hein, il prenait un malin plaisir à être en désaccord avec presque tout ce que pouvait dire son maître. Et il se trouve que, concernant, la conception du travail, il en est un peu de même. Vous l'aurez compris, c'est donc la conception du travail chez Platon que l'on va étudier cette fois-ci, que l'on va creuser même un peu plus, puisqu'on l'a déjà un peu abordé dans ma première vidéo consacrée au travail et à la technique. Cette conception du travail donc qui est assez, qui est un peu plus précise, un peu plus approfondie donc. Elle apparaît au travers d'un mythe dans un dialogue de maturité qui se nomme Le Politique. Et une fois n'est pas coutume, on va faire l'inverse de ce que font beaucoup de personnes qui étudient l'histoire de la philosophie de façon un peu caricaturale ou superficielle. On va défendre le point de vue du maître, Platon, face à l'élève Aristote, et on va le faire en s'appuyant sur un texte très peu connu, dont je n'avais jamais entendu parler avant de le lire, il y a quelques années maintenant, quand j'ai fait ma thèse de mémoire sur Platon. C'est un très beau texte au niveau philosophique, très profond et moins connu que le texte où Platon parle de la division des tâches au sein de la cité. Je vous renvoie à ma première vidéo sur le travail et la technique où j'aborde ce sujet chez Platon si ça vous intéresse. J'ai donc décidé d'aborder dans cette vidéo le mythe de Chronos, présent dans le Politique de Platon, car je trouve que c'est un texte tout à fait passionnant, qui donne de nouvelles pistes de réflexion sur le travail, et permet une remise en question de la théorie d'Aristote abordée précédemment. Évidemment, vous vous en doutez, le Politique de Platon est un dialogue qui traite essentiellement de politique, mais ce mythe dont parle Platon s'inscrit dans une réflexion autour du travail et de la nécessité naturelle de celui-ci. Évidemment, vous connaissez tous l'histoire dépeinte dans la Bible, dans la Genèse, à propos d'Adam et Ève qui se retrouvent jetés hors du paradis pour avoir commis l'affront de manger des fruits défendus, hein, les fruits de l'arbre de la connaissance, parce que Ève a rien trouvé de mieux à faire que d'écouter un serpent qui lui a dit d'en manger. Bon, voilà, hein, chacun fait comme il peut. Et donc en retour, hein, ils doivent travailler la terre de leurs propres mains en guise de punition divine. Dieu est un peu bougon, hein, et il dit bah puisque c'est ça, vous devrez travailler la terre de vos mains pour obtenir le fruit de votre subsistance. Et toi, Ève, sale espèce de sale petite catin, eh ben, tu vas devoir accoucher dans la douleur désormais. Et donc voilà, les deux zigotos, vous qui êtes deux zigotos, vous serez désormais sujet à la vieillesse et à la mort. Bon, c'est pas mot pour mot ce que Dieu a dit, hein, je n'aurais pas l'affront de prétendre dire mieux que lui ce qu'il a dit. Il l'a dit dans des termes beaucoup plus chastes et beaucoup plus peut-être polis, beaucoup plus classieux puisque c'est Dieu, mais en tout cas, c'est le sort que Dieu leur a réservé, hein, il était un peu bougon. Et c'est à cause de ça bah, qu'on vieillit, qu'on souffre et qu'on est gouverné par... bon, bref, voilà, c'est à cause de ça, c'est à cause du péché original. Donc, tous les problèmes en ce moment qu'il y a, y compris le Covid, c'est à cause du péché originel dans la Bible, hein, il faut le savoir, hein, c'est prouvé. Donc, ce que je vous propose ici, c'est une alternative, si on peut dire, à ce mythe, qui est lié à celui de l'âge d'or que reprend ici Platon dans le cadre du mythe de Chronos, où les êtres humains étaient eux aussi à l'origine dans un espèce de paradis et cela coulait douce,
tout allait très bien pour eux et ils ne vieillissaient pas. Bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça permet un petit peu on va dire, d'avoir un point de vue critique par rapport, même y compris à l'enseignement de la jeunesse dans la Bible, puisque le travail est une punition divine, hein, c'est vraiment parce qu'à un moment donné, l'homme s'est mal comporté qu'il doit travailler. Dans ce mythe de Chronos, donc, Platon commence par décrire le fameux âge d'or, qui correspondra à la meilleure époque en théorie de l'humanité. Chronos, le dieu des dieux le plus important hiérarchiquement selon la mythologie grecque, règne sur le monde et donc la terre, donne par elle-même tout ce dont l'homme a besoin. Il n'a qu'à se baisser pour obtenir de la nature tout ce qu'elle lui donne par elle-même. Il n'a pas à travailler donc, et tout lui paraît facile et aller de soi. Sauf que cet âge d'or ne dure pas éternellement, car du jour au lendemain, Chronos se barre, et là, ça commence un petit peu à aller moins bien. La terre n'est plus naturellement fertile, et les hommes doivent à présent travailler pour obtenir de la nature ce qu'elle ne daigne plus leur donner par elle-même. Les choses ne poussent plus en abondance à même le sol, et le travail devient donc une nécessité. Avec le départ de Chronos, tout est déréglé donc, et on arrive donc à l'âge d'argent, qui est un âge inférieur au précédent en termes de qualité, où les hommes vieillissent et de plus en plus rapidement. Ils développent donc la technique, ils sont bien obligés pour pouvoir cultiver le sol et produire de quoi survivre, et donc parmi ces techniques, des outils qui ne leur servent pas qu'à travailler convenablement, mais aussi à faire la guerre, des armes en somme, des lances, des piques, bon voilà. Au cours de cet âge d'argent, ce sont donc des divinités inférieures à Chronos qui règnent. Il s'agit des dieux de l'Olympe que tout le monde connaît, hein, Zeus, Poséidon, Athéna, etc. Voilà, pour n'en citer que quelques-uns des plus connus. Et leur rang et leur puissance, inférieurs au rang et à la puissance de Chronos, expliquent en partie le fait que le monde se porte globalement moins bien. Enfin, avec le retrait de ces divinités-là, on en arrive à l'âge de bronze, dont Platon est contemporain, et qui serait celui ayant le moins de valeur des trois, où les guerres surviennent de plus en plus, souvent, et où l'injustice est une chose assez répandue. Si on en reste à ce mythe, des différents âges par lesquels l'humanité passe, on pourrait penser a priori que Platon, tout comme l'auteur de la Bible, conçoit le travail comme une forme de malédiction divine. L'auteur de la Bible, c'est Dieu, hein, c'est bien connu, évidemment, ai-je besoin de le préciser, puisque c'est à partir du moment où l'homme a été contraint de travailler que tout s'est dégradé et que les choses se sont mises à aller de pire en pire. Sauf qu'en fait, non, c'est là que ça devient intéressant, Platon ne se contente pas de décrire le mythe bien connu de l'âge d'or pour faire le réactionnaire, c'était mieux avant, nanana, quand il n'y avait pas encore autant de travailleurs en France. Il va procéder à une inversion des valeurs liées à ce mythe et valoriser le travail comme condition d'accès à notre humanité. Pour Platon, le pire âge des trois, c'est pas l'âge de bronze, c'est exactement le contraire. Il s'agit de l'âge d'or justement. Pourquoi? Parce que dans l'âge d'or, qui correspond à une époque d'insouciance et d'oisiveté pour l'humanité, eh bien l'homme n'avait pas à travailler justement, il ne foutait rien et attendait littéralement que tout lui tombe tout cuit dans le bec. Hein, il allait même chercher ses devoirs de philo sur internet sans prendre la peine de les faire lui-même. Vous vous rendez compte à quel point il était assisté? Bon bref, c'est une blague, hein, c'est pour alléger un peu le contenu. Or, un tel mode de vie où l'homme ne travaillerait pas du tout n'est pas souhaitable pour Platon, car l'homme ne développerait pas son humanité s'il ne travaillait jamais. Pour le dire autrement, à supposer que nos ancêtres aient connu le paradis en se permettant de ne rien faire, ils étaient forcément bêtes, parce qu'ils n'avaient aucune autonomie et devaient passer leur vie à manger et dormir en étant perpétuellement insouciants. Selon Platon, l'âge d'or est terminé et c'est tant mieux. Ce que l'on nomme l'âge d'argent correspond non pas à une dégradation, mais à une amélioration. Pourquoi? Parce qu'avec le retrait de Chronos et l'arrivée de nouvelles divinités, l'homme a été obligé de développer sa raison face à l'hostilité de la nature qui ne lui donnait plus rien par elle-même. Il a donc dû travailler et développer des techniques qui ont nécessité de la réflexion. C'est ça le point décisif qui permet de critiquer la thèse d'Aristote qu'on a vue précédemment, dans la mesure où même le travail le plus rudimentaire nécessite une certaine organisation, une certaine méthode. Le travail, selon Platon, est indissociable d'un effort intellectuel, car il suppose l'intervention de différentes techniques,
d'agriculture pour faire pousser ce dont l'homme a besoin par exemple, ou de chasse ou de cueillette, et surtout l'organisation sociale, comme on l'a vu la dernière fois, pour permettre à chacun de bénéficier du fruit du travail de tous. Ainsi, les hommes sont bien obligés de développer une vie commune et des règles qui vont structurer leur nouveau cadre de vie. Leur intelligence va donc être mise à l'épreuve et va pouvoir se développer jusqu'à ce que l'on arrive à l'âge de bronze, où même si les problèmes se multiplient, l'homme doit justement parvenir à rectifier le tir en développant toujours plus sa raison et son intelligence qui en font un être humain justement. Selon Platon, ne pas travailler et mener une vie paresseuse ne peut nous rendre plus humains puisque justement l'homme ne naît pas pour ne rien faire, il doit surmonter les difficultés que la nature met sur son chemin et il n'a pas à vivre à l'égal d'un dieu sans le moindre effort. Les capacités intellectuelles que l'homme a pu développer selon Platon ont pu se développer par le travail qui suppose l'invention de différentes techniques ainsi que l'organisation politique et sociale. Cela n'a donc pas de sens de dire que le travail est contre nature et étranger à la nature humaine, car au contraire, il sollicite l'intelligence et la concentration du travailleur qui développe un savoir-faire et s'en sert de manière consciente pour parvenir à ses fins. Même si on peut supposer que le chasseur ou le cueilleur réfléchit moins que le philosophe ou le scientifique, cela n'aurait aucun sens de dire que leurs métiers sont des sous-métiers qui ne sont pas conformes à une nature strictement humaine, car ils nécessitent forcément un exercice de leur intelligence. Le travail, donc, loin de dénaturer l'homme, au contraire, révèle sa nature et est un gage même de son accès à sa propre humanité. La nécessité naturelle du travail le met donc face à la nécessité de développer sa raison pour organiser son travail de manière à survivre face à la nature. Dans ce cas, puisque l'homme n'accède à son humanité que par le travail, faut-il en déduire précisément que l'esclave, dans la théorie que l'on a vue la fois précédente, est en réalité plus humain que le maître? Pas dans un sens simplement moral, mais dans le sens d'un exercice de sa propre autonomie, de sa rationalité. En fait, le point décisif, si on confronte ces deux conceptions du travail, c'est de se demander si justement on peut réduire aussi d'une certaine manière la nature, humaine, ce qui fait notre humanité, à la simple culture, à l'exercice de l'intellect dans la science et si justement, finalement, il n'y a pas, un exercice de l'intelligence au niveau purement pratique, dans les travaux manuels qui permet de développer une certaine autonomie. Est-ce que c'est pas ça justement qui fait que l'on est, davantage humain? Ou, qui est, indissociable en tout cas de notre humanité? Est-ce que l'on pourrait aller jusqu'à dire, sans envier pour autant le sort des esclaves évidemment, que l'esclave ou la victime d'une organisation sociale inégalitaire est en réalité le plus avantagé des deux en accédant à une humanité dont les maîtres restent à jamais privés? Celui qui se dispense du travail est-il en réalité privé d'un développement réel et complet de ce qui fait de lui une personne proprement humaine? C'est ce point-là que l'on étudiera la prochaine fois à l'aide d'un texte fameux et resté à la postérité sur la question du travail. En attendant, je vous dis à la prochaine fois et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.